Me revoilà de vous retrouver avec grand plaisir pour parler de ce livre. L'exercice va être très difficile vu la dimension de l'auteur, parce que c'est un homme que j'appelle un homme total, du fait qu'il embrasse beaucoup de disciplines pour aborder des problématiques, des thèmes et leur donner des réponses. L'exercice va surtout être difficile parce que ce livre-là aborde une question extrêmement importante pour les Africains qui a occupé la réflexion et la pensée et les recherches de beaucoup d'Africains depuis 1900, l'année où le panafricanisme est né, sous la houlette de son inspirateur, Henri Sylvestre Viam de Trinidad-Tobago. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir et un honneur que je présente donc ce livre, Un destin pour l'Afrique, dont l'auteur est le professeur avocat, ancien président de la République du Sénégal. Je vais vous parler de Maître Abdoulaye Wade. J'ai conscience donc de me livrer à un grand exercice difficile, d'exégèse difficile, d'un ouvrage qui tente de donner des réponses nouvelles à la question du destin africain, à la question de comment penser l'Afrique, comment sortir l'Afrique de l'ornière, comment repositionner l'Afrique sur l'échiquier mondial. Alors, ce livre que je présente, je vous le remonte, est la deuxième édition qui est parue aux éditions Lafon en 2005. Donc, c'est à la demande de beaucoup de panafricanistes, d'Africains, qui, ne trouvant plus le livre sur les kiosques, ont demandé une réédition. Et il s'est fait un grand plaisir, l'auteur, de rééditer cette nouvelle édition. Et dans l'avant-propos, il en parle. Il dit que c'est à la demande, donc, puisque le stock de la première édition est épuisé partout, qu'on ne pouvait plus retrouver ce livre-là, et que donc il était amené à produire ce livre. Et quand on lit ce livre-là, on se rend compte que tous les problèmes qu'il avait abordés et qui présentaient des difficultés aux Africains se sont encore aggravés en 2005 lorsqu'il faisait cette deuxième édition. Et si on réexamine ces problèmes aujourd'hui, la situation s'est encore davantage aggravée. D'où la pertinence et l'importance de lire ce livre, parce qu'il apporte des solutions africaines aux problèmes africains. Alors, avant d'entrer dans le livre, qui fait environ 260 pages, nous allons parler de l'auteur d'abord, en faisant une présentation plus ou moins succincte sur trois points. Donc, la bibliographie du président Abdoulaye Wade, professeur Abdoulaye Wade. D'abord, il est diplômé de l'école fédérale William Ponty, Sébikotane, mathématiques élémentaires et supérieures au lycée Condorcet de Paris en 1950 et 51, licencié ès lettres, certifié d'études supérieures de mathématiques générales, docteur en droit et en sciences économiques
Université Grenoble, France. Il a fait des stages en économétrie à l'Université Boston en 1967. Il est agrégé des facultés de droit et des sciences économiques, section sciences économiques, Paris, 1970. Professeur et doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Dakar. Ses fonctions politiques et professionnelles, il a été avocat à la Cour d'appel de Dakar, membre de l'Académie internationale de droit comparé Stockholm, membre de l'International Academy of Trial Lawyers, donc il est membre de 2 académies. Je crois qu'il est le seul Africain à être membre de 2 académies. Il est expert consultant international. Je préciserai qu'il a été expert consultant de l'OUA, de la BAD, qu'il a été le père fondateur du centre d'études monétaires qu'on appelle la KM, où il a fait des propositions pour une monnaie unique africaine et proposé une méthodologie et un système pour autofinancer l'Afrique. Et voilà. Il est vice-président de l'International libéral, président de la République du Sénégal de 19 mars 2000 à 2012. Voilà. Si je me mettais à présenter sa bibliographie globale où il faut citer ses titres, ça nous prendrait au moins plus de 30 minutes. Donc, si je fais simplement cette lecture de la partie académique, c'est pour donner une idée de l'envergure intellectuelle de l'homme, de sa capacité à brasser plusieurs disciplines intellectuelles, scientifiques, pour traiter d'une problématique. Et c'est ce qu'il a fait dans ce livre, ce qui fait que il va être difficile pour moi de résumer quelqu'un qui a abordé la question du sort de l'Afrique et de la manière de penser l'Afrique et de lui trouver des réponses à partir d'un corpus intellectuel scientifique extrêmement large que beaucoup hésiteraient à tenter quand même de résumer cet homme et ses écrits. Puisqu'on dit traduire ou faire le commentaire, c'est un peu trahir, parce qu'il va être très difficile de restituer le sens de ce qu'il a voulu dire, comme il l'a dit. Mais nous serons indulgents, et vous me permettrez donc de m'excuser si j'omets ou je ne serai pas à la hauteur pour pouvoir dire exactement tout ce qu'il a dit dans son livre. Alors, le livre commence par un avant-propos. Non, avant l'avant-propos, il y a la note de l'éditeur. L'éditeur déjà mentionne que ce livre-là est adressé aux intellectuels, aux praticiens, aux hommes politiques qui sont sur le terrain, n'est-ce pas? Il leur livre sa somme de réflexion sur l'Afrique et tente d'argumenter et de donner des justifications scientifiques à son argumentaire et ses démonstrations pour pouvoir, n'est-ce pas, faire valider par un débat ses propositions. Il est extrêmement modeste parce que il a amené quelque chose de très nouveau dans le panafricanisme, c'est qu'après avoir passé en revue l'état des connaissances sur la question, les positions idéologiques, philosophiques sur les problèmes africains, il a eu à faire un dépassement, n'est-ce pas, de toute cette lecture pour donner une proposition d'une voie nouvelle qui permet d'aller très vite et de manière pratique à la réalisation des États-Unis d'Afrique. C'est pourquoi il commence par dans
le premier bloc d'idées, parce qu'il a divisé son livre en 7 blocs d'idées qui peuvent être assimilés comme des chapitres, et à l'intérieur de chaque bloc, il a défini des thèmes, et au niveau de chaque thème pouvait servir, être l'objet d'un livre, d'une recherche. Mais il a tenté d'être extrêmement pédagogue en utilisant un langage très accessible et une écriture très dépouillée, simple, pour que les choses complexes qu'il traite soient facilement comprises. Si on fait l'effort de suivre du début à la fin, n'est-ce pas, son développement. Alors, dans l'avant-propos, il précise qu'effectivement, il avait fait une première édition et que cette nouvelle édition-là, après examen, il s'est rendu compte que les problèmes qu'il traitait se sont aggravés. Mais il propose qu'on lise l'avant-propos de la première édition qui donne une idée fondamentale et centrale de la motivation qu'il a animée pour faire ce livre et de la bataille qu'il a engagée pour délivrer aux Africains un document que moi j'appelle un manuel d'action pour un militant panafricain ou un Africain qui veut lutter pour l'Afrique. Il dégage un mode opératoire pour créer les États-Unis avec des axes d'orientation. Il a dit ici, à un moment où, pour la plupart des observateurs, l'Afrique a définitivement perdu la bataille du développement, où nos gouvernements sont totalement submergés par des problèmes aussi difficiles les uns que les autres, et où, hélas, notre jeunesse verse dans le désespoir, j'ai voulu écrire un ouvrage politique adressé au peuple d'Afrique et de la diaspora, plus particulièrement à notre jeunesse, pour lui indiquer que nos mots viennent simplement du fait que nous avons pris la mauvaise route. Parce que nous n'avions pas voulu suivre celle qui avait été tracée par de grandes figures noires au début du siècle. Là, il fait allusion aux pères fondateurs du panafricanisme et à leurs prédécesseurs, c'est-à-dire que les héros résistants, les Spartacus africains qui ont balisé le chemin de la Renaissance africaine. Il a dit que si nous avions suivi ces grandes figures africaines, nous aurions pris la bonne route. Mais après les indépendances, lorsque le colon nous a donné des indépendances plus ou moins encadrées, nous, les élites intellectuelles, les élites politiques, ont emprunté un chemin encadré, imposé, avec, n'est-ce pas, des problèmes de lecture de leur propre réalité. Et que lui, ayant fait donc l'évaluation de tout cela, il propose une autre route. D'abord, appelant un retour à la pensée africaine qui nous donne toutes les ressources spirituelles, les ressources morales, les ressources scientifiques qui nous permettent, nous les Africains, de penser par nous-mêmes et de pouvoir donner des réponses à l'ensemble des problèmes qui ont créé le désespoir, qui ont créé le défaitisme chez certains et qui font que l'Afrique est regardée comme un continent perdu. Lui, il relance le débat pour dire que c'est possible et que nous-mêmes, nous pouvons même trouver des raccourcis pour retrouver des raccourcis et une vitesse qui réduit les gaps historiques pour rattraper les autres et compter dans le concert des nations. Et il ajoute, pour parler comme un bon paysan d'Afrique, puisque le chemin suivi jusqu'ici nous a conduit dans l'impasse, pourquoi ne pas essayer un autre? Là, il est humble et pédagogue. Mais il tente de faire appel sans imposer, sans exercer une autorité scientifique sur ses lecteurs. Il dit, mais non, essayons de tenter une autre voie. Il dit que le moteur des peuples étant les idéologies et les doctrines, j'ai voulu montrer qu'il existe en Afrique assez de ressources spirituelles, intellectuelles et morales pour sous-tendre notre volonté
d'édifier une nation forte, démocratique et prospère. Pour convaincre de cette possibilité, j'ai essayé de communiquer la somme de ma lecture de notre histoire qui, hélas, a été culbutée la tête en bas par l'historiographie développée sur la mouvance des puissances de domination et montrer que notre effort pluriséculaire de résistance à toutes les agressions, qu'il s'agisse de l'esclavage, de la colonisation ou de l'oppression multiforme actuelle, a bien été sous-tendu par une idéologie. L'Afrique a eu une idéologie, mais il faut savoir décoder en lisant tout le patrimoine culturel, en lisant notre environnement culturel primordial, pour comprendre que nous avions une idéologie qui nous a permis d'avoir été les premiers à créer les sciences, à créer les pyramides, et que nous avons perdu lorsque une domination étrangère, par accident historique, nous a fait perdre l'initiative historique. Alors, il rappelle donc son parcours, mais je vais résumer, parce qu'il est important dans son parcours de souligner que le déclic qui lui venait de s'engager résolument pour l'Afrique lui vient de sa rencontre avec Nkrumah, qui l'a extrêmement impressionné et qui l'a amené depuis à l'âge de 23 ans à engager le combat pour le panafricanisme et pour les États-Unis d'Afrique. Alors, j'ai découvert Nkrumah à l'âge de 23 ans, un jour où, sortant du lycée, j'ai lu par hasard sa déclaration au 5e congrès de Manchester de 1945. L'année suivante, étudiant en France, à Paris, j'ai été élu secrétaire général d'une éphémère association d'étudiants nationalistes qui, pour la première fois dans les colonies françaises, se déclarait pour l'indépendance, position à l'époque réprimée par le code pénal français. En 1952, je devenais secrétaire général de l'association des étudiants du Rassemblement démocratique africain RDA, qui peu après se sépara d'avec le mouvement MER, lequel avait rompu avec sa position anticolonialiste et persisté dans l'alliance avec des forces reconnues pour avoir soutenu la colonisation. En 1958, je rejoignis le mouvement de libération nationale MLN, créé par certains étudiants africains pour devenir plus tard le secrétaire général de sa section sénégalaise. Plusieurs fois président d'importantes sections de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, FEANF, parmi lesquelles celle de Grenoble, la plus puissante après Paris. Je fus un des dirigeants de la fédération. Étant rappelé qu'en 1957, Nkrumah m'envoya personnellement le télégramme adressé à la FEANF à l'occasion de la première accession à l'indépendance d'une colonie d'Afrique noire. Donc, c'est à partir de là, donc, il fait bon de soutenir ce parcours. Finissant donc, après la soutenance de sa thèse de doctorat en droit et en sciences économiques en 1958, il s'est empressé d'aller à Londres, fréquenter le cercle des panafricanistes des colonies anglaises d'Afrique. Rentré au Sénégal, il rejoint le bloc des masses sénégalaises, parti d'opposition créé par son éminent compatriote, le savant Cheikh Anta Diop. Il le cite dans son livre. Alors, pour les gens qui, souvent par méchanceté, ont voulu créer une différence entre Cheikh Anta Diop et Abdoulaye Wade, le démenti est là. Abdoulaye Wade et Cheikh Anta Diop ont coopéré en France en tant qu'étudiants et se sont engagés ensemble avec, n'est-ce pas, Majmoud Diop, de créer un parti panafricain à leur rentrée au Sénégal, mais malheureusement, ils ne sont pas rentrés en même temps et chacun a pu finalement créer son parti. Donc, il est rentré au Sénégal en rejoignant le bloc des masses de Cheikh Anta Diop. Le savant Cheikh Anta Diop, hélas, disparu avant d'avoir réalisé son rêve d'une Afrique unie et fédérée. Il le dit à la page 15. Donc, après la dissolution du mouvement, alors, il est retourné faire ses études d'agrégation en économie et fut nommé professeur puis élu doyen de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université. Alors, les années qui ont suivi cette période-là, n'est-ce pas, ont été réservées à des activités de consultation internationale
qui l'ont amené à présider le groupe des experts de la Banque africaine de développement BAD et de l'Organisation de l'Unité africaine l'OUA pour les questions financières et monétaires et les problèmes de développement. J'ai eu un pincement au cœur et une déception lorsque dans un débat que j'ai suivi dans les lives du professeur Kofi, où vraiment il dénigrait cet homme-là, qui est un professeur émérite, qui a formé des professeurs émérites comme le professeur Kassé, professeur agrégé, connu en Afrique, et tant d'autres, les Djiboka, économistes, des hommes politiques, des hommes d'État. C'est lui qui les a formés à l'Université de Dakar. Donc, voilà cet homme qui, si vous regardez son CV, vous ne trouverez pas dans l'histoire de l'humanité, ça je l'assume, un président de la République qui a son niveau, en tout cas, du point de vue, n'est-ce pas, de connaissances académiques. On parle de Mugabe comme le plus diplômé, mais Mugabe, quand vous regardez l'ensemble de ses diplômes, il a des diplômes, n'est-ce pas, du niveau de master en quantité. Mais pour ce qui concerne les diplômes les plus élevés qui te positionnent dans un niveau de connaissance heuristique, c'est-à-dire doctorat d'État, n'est-ce pas? Abdoulaye Wade est le plus diplômé des Africains, des présidents du monde. Des présidents, je ne dis pas que des hommes politiques, mais des présidents, les gens qui ont exercé le pouvoir d'État à la tête d'un pays. Mais pourquoi ces gens-là, à leur époque, cherchaient à brasser plusieurs disciplines? C'est par souci, Cheikh Anta Diop a fait lettres, physique, mathématiques, anthropologie, linguistique, pour pouvoir apporter sa contribution à la bataille intellectuelle et scientifique de la libération de l'Afrique. Abdoulaye Wade a fait la même démarche, mais dans des disciplines complémentaires. Lui, c'est l'économie, le droit, les mathématiques. Les mathématiques. N'est-ce pas? Et quand vous verrez les propositions qu'il donne dans son livre, vous verrez que lorsqu'il examine les questions, il donne des réponses en puisant dans le corpus scientifique des disciplines qu'il va brasser, les réponses justes. Les réponses justes. Donc, c'était bon donc de lire cet aspect de son parcours pour comprendre que, voilà, il a repris cette édition et il a évalué la situation, il s'est rendu compte que les défis, le premier bloc d'idées qu'il examine, ce sont les défis que l'Afrique affronte et que l'Afrique peine à régler et qui amène les gens à douter que les Africains sont capables de régler leurs problèmes et de les solutionner. Alors, sur ces défis-là, il a énuméré donc les défis écologiques. Et dans les défis écologiques, il y a les sous-parties, le désert et la désertification, n'est-ce pas? Il a examiné les faussetés et corrigé les faussetés développées par certains historiographes qui ont amputé l'histoire de l'Afrique et l'ont restreint à un niveau tel qu'on ne voit pas le passé, l'histoire de l'Afrique avant les indépendances. Alors, il a abordé le point du désert qui pose un problème. Il considère que la désertification, le désert, n'est-ce pas, nous pose un problème en Afrique du fait de la balkanisation. Parce que s'il n'y avait pas la balkanisation, il y aurait une gestion continentale et africaine des problèmes du désert et des ressources du désert. N'est-ce pas, le pétrole qui est en Algérie ou en Libye appartiendrait à l'Afrique. Mais ces pays, du fait de la balkanisation, ayant bénéficié d'un traçage qui fait que le désert est chez eux, certes,
mais avec leurs richesses. Ils sont propriétaires de ces ressources quand ça leur profite, mais ils n'appliquent pas la règle de droit qui fait que quand on est propriétaire de quelque chose dans son domaine, dans son espace, on est responsable de tout ce qui proviendrait de ta propriété qui construit provoquerait des dégâts dans le pays voisin. Et là, il parle, par exemple, de la poussée du désert, du sable qui avance, qui ensable le fleuve du Sénégal, qui pousse les Africains du Sud à encore se refouler vers le Sud, et le désert qui avance. Mais si on devait appliquer la règle de droit universel, c'est qu'il devrait être responsable des dommages qui ont été créés par ces pays, auprès de ces pays. Mais il ne revendique pas ce droit-là. Mais il pose, à travers cette problématique, la question de la continentalisation, de l'africanisation, n'est-ce pas, du désert, pour qu'on puisse régler la question, n'est-ce pas, des conséquences écologiques, environnementales que pose le problème du désert. Parce qu'aucun pays ne peut, à l'échelle, n'est-ce pas, appliquant sa souveraineté sur le désert, enfin sur la partie du désert qui est dans son pays, ne peut régler les problèmes du désert. Donc, là déjà, c'est la piste d'une gestion continentale qui déjà préfigure la motivation pour des projets continentaux. Et très tôt, le président Abdoulaye Wade a enfourché ce chemin-là pour créer, par exemple, la Grande Muraille Verte pour arrêter le désert, en associant les pays du désert et les pays victimes du désert, qui est une bande de la Grande Muraille Verte qui quitte Dakar jusqu'à Djibouti et qui va reverdir le Sahara. Donc, il a posé un certain nombre de défis, n'est-ce pas, qui se posent à l'Afrique, et des défis qui ont amené des solutions qui ne sont pas pensées par les Africains et qui ne sont pas pensées par le référentiel panafricain. Donc, c'est comme ça qu'il a examiné des points comme la sécheresse, le sol, n'est-ce pas, pour montrer que sur toutes ces questions-là, qui posent des problèmes de calamité naturelle, il y a urgence et impérieuse nécessité de donner des solutions continentales, de mettre l'accent sur les projets continentaux. Sur les points de défi, il ajoute le défi, par exemple, démographique. J'avais dans plusieurs conférences, me fondant de ce qu'il a révélé dans ce livre-là, n'est-ce pas, évoqué la question du dépeuplement de l'Afrique, n'est-ce pas, qui fait que il y a des projets qui escomptent profiter des problèmes africains pour, n'est-ce pas, revenir repeupler l'Afrique. Par exemple, l'Inde. Nous le verrons ici, par exemple, sur la question de la famine. Sur la question de la famine qui frappe l'Afrique, le sida, autant de calamités qui peuvent diminuer, en tout cas, handicaper la population africaine et réduire sa population. Avec le Covid, on a une idée donc de ce type de maladie qu'on peut même provoquer pour diminuer encore beaucoup plus drastiquement la population africaine, n'est-ce pas, qui est dans la phase de reconstitution de sa pyramide qui a été entaillée, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, l'amputation du départ de la force active africaine à l'esclavage dans les pays de la diaspora. Et le président Abdoulaye Wade, le professeur Abdoulaye Wade, avait évoqué l'existence de la loi l'OS qu'il a empruntée à un démographe allemand qui dit que on ne doit pas s'inquiéter outre mesure de la question de la population africaine qui est décriée, n'est-ce pas, par certains présidents même européens qui disent qu'il faut diminuer la population africaine, qu'il faut arrêter les naissances. Il dit non, là,
la population africaine a subi un frein dans son évolution démographique parce qu'il y a eu cette entaille. Et la loi, l'OS, dit que lorsque une pyramide en évolution subit une entaille de sa pyramide par des forces exogènes, et c'est ce qui est le cas de l'Afrique, forces exogènes dues à l'esclavage et à la colonisation, n'est-ce pas? Parce que c'est les personnes, les femmes pour la fonction reproductive et la population active et les jeunes et les enfants qui sont partis pour se reproduire et produire, n'est-ce pas, pour le développement économique des pays d'accueil, n'est-ce pas? Il dit que cette pyramide va se reconstituer naturellement par la force, n'est-ce pas, de ces composantes, de ces lois biologiques, n'est-ce pas, naturelles, va se reconstituer naturellement. Et l'Afrique est dans cette dynamique, parce qu'à l'époque de l'esclavage, n'est-ce pas, après les indépendances, on était presque 450 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 1,3 milliard. Ça veut dire que c'est cette boom, ce bon qualitatif, bon, n'est-ce pas, qui est en train de jouer la loi de l'Ouest qui reconstitue la pyramide naturelle. Et finalement, quand cette pyramide sera reconstituée dans sa dynamique normale, elle va se stabiliser et évoluer normalement, n'est-ce pas? Et là, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, il a abordé les défis, n'est-ce pas, qui ont créé un défaitisme dans l'esprit de beaucoup d'Africains et qui ont alimenté des idées extrêmement machiavéliques de reconquête de l'Afrique, de la recolonisation de l'Afrique. Et parmi ces défis, il parle du défi économique, n'est-ce pas? Dans ces défis économiques, il a énuméré l'ensemble des problèmes comme l'échec de l'agriculture, l'échec de l'industrialisation, l'échec du secteur tertiaire, l'échec du secteur quaternaire, donc avec la fonction publique pléthorique et improductive, n'est-ce pas? Et pour chacun de ces problèmes, défis-là, il a proposé des réponses. Dans le domaine économique, il a évoqué la question de la monnaie, marquée par l'inflation galopante, les mosaïques de monnaie inconvertibles, n'est-ce pas, qui justifiaient que lui, il avait proposé une monnaie unique quand il a créé le Fonds africain, n'est-ce pas, de réserve monétaire, la FAR, lorsqu'il dirigeait, n'est-ce pas, qu'il avait conçu le KM, le Centre africain d'études monétaires. Il a parlé aussi de la dette, comment la dette bloque le développement de l'Afrique, et pour finir par proposer une méthode d'évaluation, n'est-ce pas, et une technique de gestion de la dette qui règle ces questions-là. Mais l'ensemble de ces questions-là qu'il posait avant d'arriver au pouvoir, il n'était pas suivi. Et on comprendra pourquoi il a été finalement obligé de rentrer en politique, parce que c'est un scientifique, un chercheur, n'est-ce pas, qui est entré en politique. C'est un scientifique et un chercheur qui est entré en politique par militantisme, par patriotisme, n'est-ce pas, pour résoudre la question du devenir africain. Ce livre-là que je suis en train de présenter, j'ai pris donc le parti de ne pas le présenter sur une seule édition, c'est-à-dire sur un seul live, parce que ce livre-là contient des informations extrêmement précieuses, assez bien été développées, démontrées. Il est beaucoup plus démonstratif dans ce livre qu'assertif, c'est-à-dire qu'il ne fait pas des affirmations gratuites. Il démontre, il expose des problèmes et les démontre. Donc, nous allons donc faire cette présentation de ce livre-là sous une forme de dose homéopathique, c'est-à-dire qu'en petits morceaux, en ne durant pas très longtemps, de telle sorte que, n'est-ce pas, on pourrait le faire en 2 ou 3 éditions, de telle sorte qu'après, on pourra engager, n'est-ce pas, une édition qui va essentiellement être réservée aux questions-réponses
Et j'en profite pour, pour, pour préciser et rappeler que ces lives que je fais depuis un certain temps, depuis ma sortie d'hibernation, je le fais pour préparer un live final public à lancer dans un grand hôtel pour finalement perpétuer des samedis hebdomadaires panafricains interactifs, mais publics, mais ce sera en live aussi public. J'en avais fait l'annonce, mais le Covid ou la Covid intervenant, j'ai choisi de faire des lives, n'est-ce pas, sur des samedis panafricains en direct où je vais aborder plusieurs questions, n'est-ce pas. C'est une plateforme d'information et de formation au panafricanisme de manière très interactive. Et c'est pourquoi je vous demanderai d'être intelligent pour qu'on n'est-ce pas, ne fasse pas durer la présentation de ce livre-là, parce que je n'ai pas encore abordé les questions les plus importantes qui donnent la méthodologie et mode opératoire de création des États-Unis qui est contenu dans ce livre. Parce que ce livre-là, il ne faut pas le lire en diagonale. Même si on le lit en diagonale, il faut refaire une autre lecture qui prend du début à la fin, parce qu'il a été écrit dans une logique, un développement enchevêtré et logique, qui a une cohérence d'ensemble telle que lorsque vous le lisez, vous êtes armé de bout en bout, du point de vue philosophique, du point de vue historique, du point de vue méthodologique, pour aller à l'action. Donc, il propose un panafricanisme d'action. Parce que le moment est venu pour lui que les Africains, n'est-ce pas, utilisent le cerveau, puissent dans le patrimoine du legs, n'est-ce pas, de nos ancêtres, toutes les ressources, on a toutes les ressources doctrinales, idéologiques qui nous permettent de lire notre propre réalité, de lire le monde pour trouver des réponses et rattraper les autres par des raccourcis et la vitesse. Parce que nous en avons eu à faire la démonstration lorsque nos ancêtres, sans l'avoir appris nulle part dans le monde, ont accédé à la connaissance scientifique, à la connaissance de l'univers, sans l'apprendre de personne et d'aucun peuple. Nous étions les premiers, nous étions le peuple premier à créer des édifices comme les pyramides qui défient le temps en utilisant les lois scientifiques. Donc nous avons été les créateurs des sciences, des mathématiques, de l'architecture, de la médecine et des religions, n'est-ce pas? Donc ici, cette partie que je développe aujourd'hui a valeur d'introduction, n'est-ce pas? Lat Diop me demande d'insister sur l'aspect heuristique, n'est-ce pas, de la connaissance. Je le lis un peu sur mes interventions. Effectivement, mon professeur de Bruyne de l'Université catholique de Louvain nous avait appris qu'il y a 5 niveaux de nature de connaissance, hein, qui existent, qu'on peut classifier en 5 types de connaissances et qui sont placés sur un continuum. Ça va des types de connaissances de type routinière au niveau le plus élevé qui est le niveau de type heuristique. Heuristique, c'est le niveau de la recherche, n'est-ce pas? Entre les deux, il y a le premier palier après les connaissances, les types de connaissances, n'est-ce pas, routinières, les connaissances techniques, qui mettent un peu plus de complexité, n'est-ce pas? Ensuite, après les connaissances techniques, il faut les connaissances professionnelles, les types d'activités du niveau de connaissances professionnelles. Après les types d'activités du niveau de connaissances professionnelles, il y a les niveaux de connaissances d'ingénierie. Et au-dessus des niveaux de connaissances d'ingénierie, la connaissance heuristique. C'est à ce niveau-là que se situe Abdoulaye Wade et des grands hommes scientifiques
comme chez Anta Diop. Parce que je les appelle des hommes total. Parce qu'ils brassent plusieurs, n'est-ce pas, disciplines, les intègrent, les articulent pour donner une réponse. Parce que chaque réalité, chaque action interfère sur plusieurs dimensions que chaque discipline, qu'une discipline règle. Chaque dimension est réglée par une discipline. On a comme ça divisé, éclaté la science en plusieurs disciplines. Mais en fait, c'est simplement pour permettre qu'un corps pluridisciplinaire se donne les moyens d'aborder une réalité dans toute sa composante et ses dimensions. Mais il se trouve qu'un homme peut, par sa démarche de niveau heuristique, embrasser plusieurs types de connaissances et de disciplines. C'est le cas des hommes, comme Cheikh Anta Diop, qui sont des savants, de grande érudition. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les encyclopédistes qui avaient les mêmes postures de connaissance globale, holistique, n'est-ce pas? Mais après, n'est-ce pas, le développement du machinisme et tout cela, on a spécialisé. Et les gens, quand ils veulent regarder la réalité, n'est-ce pas, ils l'abordent à partir d'une discipline qui met des œillères et les empêche de voir les autres aspects, les autres dimensions que d'autres disciplines abordent. Mais Abdoulaye Wade s'est émancipé, n'est-ce pas, de cela. Il a franchi, n'est-ce pas, la frontière, n'est-ce pas, des disciplines pour voir globalement et de manière profonde les réalités et les problèmes, pour savoir d'où on vient, qu'est-ce qui sommes-nous et qu'est-ce que nous pouvons faire. Et l'Africain est armé pour ça, s'il peut faire l'effort de puiser des ressources historiques, morales, culturelles dans le passé africain. N'est-ce pas? Lui, il apporte, lui et Cheikh Anta Diop, ils ont des approches complémentaires. Cheikh Anta Diop a réglé définitivement de manière profonde l'historiographie africaine depuis l'origine fossile de l'humanité. Hein, pour voir la chronologie et le cheminement, la transformation qui s'est faite jusqu'à arriver à l'homme que nous sommes, n'est-ce pas? Et ça lui a permis de réécrire l'histoire de l'humanité qui aujourd'hui figure dans, n'est-ce pas, le livre de l'histoire générale de l'Afrique. Abdoulaye Wade, lui, scientifique, mathématicien, a voulu régler la question de la création des États-Unis d'Afrique avec les outils de prédilection qu'il dispose, comme l'économie, la sociologie, la psychologie, n'est-ce pas? Et il est arrivé à produire ce livre dans une forme utilisable et de manière pratique, comme un manuel d'exercice et d'action du militant pour réaliser les États-Unis d'Afrique. Donc c'est sur ces faits-là que je vais donc arrêter et vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci.